Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour à toutes et à tous. La conférence centrale sur le travail économique pour l'année 2025 s'est tenue récemment à Beijing. Cette conférence est un cadre indiqué pour analyser la situation économique actuelle et donner le ton des politiques macroéconomiques pour l'année prochaine. Aujourd'hui, nous organisons une table ronde pour décrypter les résolutions de la réunion. Quelles sont les priorités pour le travail économique chinois en 2025, l'année d'achèvement du 14e plan quinquennal? Quelles sont les nouvelles orientations formulées au cours de cette réunion? Quels signaux politiques ont été transmis? Comment la Chine envisage-t-elle la progression de son économie? Nous allons en parler avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Zhao Yongshen, chercheur à l'Académie de l'économie ouverte de Chine, de l'Université de commerce international et d'économie de Chine. Bonjour. Bonjour. M. Wang Kun, professeur de français à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour. Bonjour. Et par visioconférence, Madame Yu Jia, chercheuse à l'Institut de la nouvelle économie structurelle de l'Université de Beijing. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. D'abord, nous nous focalisons sur les exigences générales sur le travail économique pour l'année 2025. Selon la conférence, il faudra maintenir le principe général dit d'aller de l'avant à pas assurés, en accordant l'importance à l'intégration des systèmes et à la coordination. Monsieur Zhao Yongshen, comment les percevez-vous? Merci de votre question, mais en fait, c'est-à-dire il faut d'abord savoir le contexte de cette conférence et de l'économie de 2025. Globalement parlant, aujourd'hui, alors on vit surtout dans un monde qui est plein d'incertitudes. Le président Donald Trump va bientôt reprendre le pouvoir à partir du 20 janvier, donc dans quelques semaines déjà. Alors vous connaissez déjà le président Donald Trump. C'est un président d'incertitude, surtout dans le domaine d'économie et de commerce, alors surtout vis-à-vis de la Chine et de l'Union européenne aussi. Donc ça, il y a les incertitudes géopolitiques, c'est le premier point. Deuxième point, alors aujourd'hui, j'ai décomposé le cycle de l'économie chinoise durant ces dernières années en trois phases. La première phase, bien sûr, c'est toujours la rigueur, l'économie de rigueur, pendant 3 années de la Covid-19. Après, donc environ 2 ans, 2023, 2022 et 2023 déjà. Donc ça c'est la reprise petit à petit. Et maintenant, on va bientôt entrer dans la troisième phase du décollage. Donc ça c'est la situation interne et l'autre c'est la géopolitique, c'est la situation externe. Donc ces deux points c'est très très important pour déterminer le principe général sur l'économie du futur de l'année 2025 et même des années à venir. Ensuite, je reviens vers vous là sur les explications un tout petit peu, là, plutôt pas tout à fait du décryptage de cette conférence. Alors là, je pense que comme vous venez de le dire, il y a 3 points. Aller de l'avant, à pas assurés, en accordant la coordination, l'intégration et la coordination. En fait, ça comprend, il y a 3 choses. Alors, il y a le but. Le but, c'est quoi? Le but, c'est aller de l'avant. Mais économiquement parlant, veut dire qu'il faut assurer au moins une croissance positive, 5% ou 4%, peu importe, mais il faut avoir une croissance positive. Donc, c'est le but. Dans ce principe, il y a aussi la façon, alors de quelle façon qu'on va réaliser ce but. Donc là, c'est, on va dire, à pas assurés,
à base assurée, veut dire, on peut aller de l'avant, même lentement, mais sûrement. Veut dire la stabilité économique est plus loin, stabilité sociale, stabilité de tout, quoi. C'est un terme vraiment clé pour l'année 2025. Ensuite, c'est le moyen, c'est l'intégration et la coordination. Mais l'intégration et la coordination veut dire quoi? Veut dire, chez nous, il y a beaucoup de systèmes. Il y a le système financier, le système monétaire, le système macro, le système micro, le système régulateur. Et il y a aussi beaucoup nombre de départements. Il y a des départements de différents secteurs. Vous voyez, c'est tout ça là. Il faut vraiment avoir une intégration. Ça, c'est pas facile, hein, c'est un grand travail pour les décideurs politiques et les coordinateurs et les régulateurs politiques chinois. Ensuite, c'est la coordination, on veut dire. Donc ça, c'est donc en résumé, là, donc c'est pour le principe général de 2025 en économie. Donc c'est il y a le but, il y a la façon, enfin, il y a le moyen. Merci. Monsieur Zhang Shen, merci pour votre explication. Vous avez mentionné tout à l'heure des systèmes monétaires et budgétaires. En effet, pour le travail économique de l'année 2025, des politiques macroéconomiques plus proactives et plus efficaces devraient être mises en œuvre, y compris une politique budgétaire plus proactive et une politique monétaire modérément souple. La Chine a adopté, rappelons-le, une politique monétaire prudente depuis 2011 et une politique budgétaire de relance aussi depuis une dizaine d'années. Madame Yu Jia, quel serait l'impact des rajustements de ces politiques sur l'économie chinoise? Oui, dans le contexte complexe de la situation internationale, le développement stable de l'économie nationale est particulièrement important. Le monde d'affaires et les acteurs économiques accueillent très favorablement la politique budgétaire plus proactive et la politique monétaire modérément souple décidée par la Conférence centrale sur le travail économique. Et les signaux positifs de la politique fiscale et monétaire créent également un environnement commercial favorable pour les entreprises et plus précisément une telle politique peut renforcer la confiance des investisseurs mais aussi celle des consommateurs. Et du point de vue des investisseurs, le gouvernement a souligné particulièrement l'amélioration des rendements de l'investissement et l'amélioration de l'efficacité de l'investissement dans l'économie réelle. Et pour cela, les politiques supplémentaires seront mises en place pour renforcer la confiance du marché des capitaux. Et cela inclut promouvoir davantage le marché des capitaux à long terme, le capital patient, améliorer l'efficacité des services financiers dans l'économie réelle. Et lorsque les investisseurs sont pleins de confiance dans l'avenir économique, les entreprises sont plus disposées à augmenter leurs dépenses en capital, entraînant la croissance économique. Et du point de vue des consommateurs, une telle politique fiscale et monétaire est bénéfique à l'amélioration du niveau de vie de la population, en particulier l'augmentation des revenus et la réduction des charges pour les groupes à faible et moyen revenus, et améliorant ainsi la capacité, la volonté et le niveau de consommation. Et l'État augmentera la pension de retraite des personnes âgées et fournira une subvention financière pour l'assurance maladie des résidents des villes et des campagnes. Avec une telle politique, les gens sont plus disposés à consommer et entraînant ainsi une croissance économique. Et donc, on peut dire que la confiance est plus importante que l'or et que cet ajustement des politiques par la conférence nous a donné cette confiance. Merci Yu Jia pour votre analyse. Tout à l'heure, Madame Yu Jia a mentionné la consommation. La Chine stimulera vigoureusement la consommation, améliorera l'efficacité des investissements et accroîtra la demande intérieure sur tous les fronts. Cela se figure en tête des 9 tâches clés pour 2025. Monsieur Wang Kun, que signifie l'accroissement de la demande intérieure sur tous les fronts et quelles sont les orientations de la stimulation de la consommation à l'avenir?
Oui, effectivement. Donc, si nous regardons un petit peu cette politique, il mentionne cette consommation à tous les fronts. C'est-à-dire, d'habitude, on a l'impression que la consommation, c'est une question des habitants normalement dans leur vie privée, mais en réalité, aujourd'hui, quand nous considérons la consommation, c'est en fait d'une manière générale de l'économie nationale. C'est-à-dire que du côté privé, bien sûr, tout à l'heure, Madame Yudia avait mentionné qu'on va soulager la pression des habitants sur leur loyer, sur leur maladie, etc. Donc, pour leur permettre d'oser, d'avoir plus de confiance à consommer. Par exemple, au sein d'une famille, on peut envisager qu'ils changent leur, par exemple, électroménager par de nouvelles machines, voire les machines intelligentes, etc. Donc, dans un contexte de nouvelle consommation de produits de technologie de dernière gamme, de nouveaux produits pour améliorer la qualité de vie des habitants. Donc, ils ont en fait envie de consommer, par contre, et ils sont contraints par les dépenses élémentaires comme le logement, la santé, l'éducation ou la vieillesse. Donc maintenant, l'État cherche à les soutenir par tous les bien-être pour qu'ils puissent libérer leur argent pour la consommation. Mais ça, c'est du côté privé, c'est-à-dire que les projets personnels. Mais de l'autre côté, vous avez aussi les projets publics, c'est-à-dire qu'il y a en termes de services publics plus d'équipements disponibles dans les transports communs, dans le service de communauté, de quartier. Les enfants pourront être mieux accueillis dans la communauté par le soutien des repos, de l'intelligence artificielle, etc. Donc nous avons un autre côté en termes de renouvellement également de l'environnement plus accueillant pour les habitants, mais qui sont inclus dans la dépense publique. C'est-à-dire que l'État va investir davantage dans le service public pour stimuler le côté de consommation également, mais par le fonds public. D'accord, merci pour votre analyse. La réunion a souligné la promotion des nouvelles forces productives de qualité par l'innovation scientifique et technologique, ainsi que le développement d'un système industriel modernisé. Maintenant, j'ai une question pour vous, Monsieur Zhao Rongshen. Selon vous, dans le cadre de la promotion des nouvelles forces productives de qualité, quelles sont les industries les plus prometteuses en Chine et de quelle manière peut-on favoriser l'intégration de l'innovation scientifique, technologique et industrielle? C'est une très bonne question, mais enfin, quand on parle des nouvelles forces productives de qualité, ou pour simplifier, la productivité de qualité, c'est un très bon terme. Veut dire quoi? Veut dire là, on est après 40 ans de réforme agricole et dans les zones rurales et 30 ans de réforme dans les zones urbaines. Aujourd'hui, la Chine, et surtout demain, donc c'est à partir de 2025, on va entrer dans une autre phase. Veut dire, avant, on comptait plutôt sur la quantité de produits, la quantité des secteurs. On a gagné grâce plutôt, bien sûr, à la quantité. Mais après, donc surtout après l'avancement de ce terme, on va compter plutôt sur la qualité. La Chine a plutôt appris, copié entre guillemets, le modèle et les technologies occidentales. Et aujourd'hui, dans nombre de technologies, les Chinois sont déjà sur le front. On est déjà les premiers. Donc il n'y a personne devant nous à copier, quoi. Donc nous serons et nous sommes déjà copiés par les autres. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce terme, la productivité de qualité. Alors je reviens vers vous sur les différents secteurs, différentes industries, mais je n'entre pas dans les détails. Il y a une centaine, des dizaines de secteurs d'industrie, mais en gros, il y a, moi je dis juste deux mots clés. Il y a le digital, il y a le vert. Donc il y a l'économie et les technologies de la numérisation, c'est-à-dire du digital,
et l'autre, la technologie, l'économie et la technologie du verre. Pour ces deux domaines, aujourd'hui, mais enfin, c'est-à-dire dans le monde, il y a toujours trois économies principales. Hein. Il y a les États-Unis et la Chine, ensuite suivi par l'Union européenne. Pour la nouvelle économie que j'appelle, basée sur ces deux, le vert et le digital, dans la plupart, enfin une partie, une bonne partie, légèrement plus importante que nous, là, c'est les Américains, sont plus forts que les Chinois. Mais pour d'autres domaines, d'autres secteurs, nous sommes les premiers. Donc c'est la concurrence, c'est plutôt entre les Américains et les Chinois. Donc ça c'est très très important. Mais c'est surtout, alors comment on va qualifier une nouvelle économie ou bien une productivité de qualité, mais c'est très simple. Il y a l'innovation, est-ce qu'il y a de nouveautés? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée, autre valeur ajoutée? Donc ça, c'est ça, c'est très important, mais c'est un grand challenge aussi pour l'économie chinoise. Merci. Okay, merci d'avoir partagé votre point de vue sur le sujet. Maintenant, on s'intéresse à un autre domaine. Selon la Réunion, il est important de prévenir et d'atténuer efficacement les risques dans les secteurs clés afin de garantir qu'aucun risque systémique ne se produise. Par exemple, les efforts doivent porter sur la stabilisation du marché immobilier. Monsieur Zhao Hongsheng, que peut-on attendre du développement du marché immobilier pour l'année 2025? Merci, c'est une très bonne question. On vient de discuter avec notre collègue Wang Kun sur l'immobilier. En fait, quand on parle du secteur de l'immobilier, on pense tout de suite aux risques, tout de suite aux crises financières. Alors là, je veux vous assurer, la Chine est et sera le seul pays dans le monde, mais pas tout à fait seul, mais ensemble avec la France par exemple, hein, mais l'un des seuls pays dans le monde, l'une des seules économies dans le monde qui peut éviter des risques financiers d'immobilier. Ça c'est très très rare. Alors, je vous donne un exemple, toujours pour l'immobilier. Alors l'immobilier, on parle d'abord du premier paiement. Pourquoi on a eu la crise en 2007 là aux États-Unis, la crise de subprime? C'est à cause du manque de prudence, c'est à cause du manque du premier paiement imposé. Chez nous, en Chine, si vous voulez acheter un immobilier, il faut d'abord payer le premier paiement. Avant, c'est à partir, tout au début, c'est 25%, après c'est 25%, après c'est 30%, 40%, 50% et 60%. Bien sûr, aujourd'hui, ça baisse. Hein, ça baisse pour stimuler le marché. Mais toujours, il y a un premier paiement imposé. Et cette somme est très, très importante. Si vous pouvez payer, par exemple, 10 millions déjà hein, comme premier paiement, vous avez sûrement à 100% la capacité de payer le mensuel, le paiement mensuel. Donc c'est ça pour nous. Hein, on a toujours oublié ça dans les discussions financières. Alors en France, c'est différent. En France, il n'y a pas de premier paiement, mais les revenus sont strictement contrôlés. Moi, enfin, c'est-à-dire le département, c'est-à-dire le fisc. En France, le fisc connaît mieux que moi, mon revenu. Tout était contrôlé et tous les revenus doivent être transférés par les banques. Donc pour eux, comment on va contrôler les risques? On va dire, par exemple, vous avez 3 000 euros par mois comme salaire brut et vous avez 2 400 euros comme salaire net. Alors, combien de crédits qu'on va avoir?
auprès de la banque, mais c'est très simple, il faut diviser par 3, veut dire 800. Donc vous pouvez calculer ça. Avec ça, vous ne pouvez pas acheter grand-chose, juste un petit studio. Donc c'est comme ça pour contrôler. Donc les deux modèles sont sont parfaits. Pour les risques chez nous, là, je ne pense pas qu'il y aura un grand risque. C'est très strictement contrôlé. Ce que vous venez de mentionner, ça c'est très bien, hein, l'immobilier, tout ça c'est très bien. Mais le problème, c'est il faut sortir d'autres politiques d'accompagnement pour assurer la durabilité du marché financier. Merci pour votre analyse détaillée. Pour l'année prochaine, l'accent est également mis sur la nécessité d'augmenter les revenus des résidents en phase avec la croissance économique. Monsieur Wang Kun, en plus des aspects tels que la consommation et le logement dont nous venons de parler, dans quels autres domaines la Chine améliorera-t-elle le bien-être de sa population? Oui, en fait, M. Zhao avait mentionné déjà les aspects très importants. Donc, il faut de la confiance. Madame Yu a dit que la confiance vaut de l'or. Mais pour que les habitants dépensent réellement donc leur épargne sur le marché, il faut qu'ils soient assurés. Donc, on a dit tout à l'heure que leur salaire doit être garanti, leur investissement dans le logement doit être garanti, même leurs investissements dans le marché de stock, etc. Et je pense que le plus important, notamment pour la grande masse populaire, c'est qu'ils soient assurés par les politiques de bien-être social. D'abord, à commencer par les soins médicaux, ils doivent avoir suffisamment de remboursement dans leurs dépenses de traitement de maladies, notamment pour les maladies graves qui parfois impose une dépense financière très lourde de la famille. Donc aujourd'hui, les Chinois ont besoin que le gouvernement investisse davantage dans leur assurance maladie. Donc comme ça, ils seront assurés que quand une personne de la famille tombe malade, leur situation économique ne va pas empirer à cause de cette maladie. Donc comme ça, ils peuvent s'engager dans les projets à long terme. Donc, au lieu d'épargner pour se prévenir de cette maladie. Alors, dans d'autres projets comme l'éducation des enfants, aussi, donc l'éducation aujourd'hui, bien sûr, on a connu déjà beaucoup de réformes en termes de la formation des enfants. Il faut donner plus d'orientation, de possibilités d'évolution des enfants dans différents domaines, comme à part l'éducation générale, il y a aujourd'hui l'éducation professionnelle, qui seront professionnalisantes, qui sont orientées vers les nouveaux métiers en lien avec l'intelligence artificielle, le mécadata, l'algorithme, etc., etc. Donc la nouvelle technologie appelle des nouveaux talents que nous devons former dans l'avenir. Donc aujourd'hui, dans l'université, dans les écoles de formation professionnelle, on a besoin que les jeunes aient cette confiance donc, en leur avenir. Donc cela veut dire que l'État doit donner plus d'orientation, plus d'opportunités, et ce qui se traduit par les projets de différentes sortes, comme les projets de l'État puissant, etc., donc qui recrutent les jeunes de grands talents, qui s'orientent vers la mathématique, la créativité, l'innovation technologique, etc. Donc là, c'est l'éducation. Donc bien sûr, nous parlons du vieillissement des pensions de retraite, mais à part ces retraites, je pense qu'aujourd'hui, l'État va investir également dans la construction des maisons de retraite et l'amélioration de conditions d'accueil des personnes âgées pour qu'ils puissent mieux prendre leur temps de se reposer avec notamment la nouvelle technologie, les repos, l'intelligence artificielle qui entrent dans le traitement des personnes âgées. Donc je pense que c'est aussi un domaine qui nécessite beaucoup d'investissement, mais qui appelle également aux Chinois de s'intéresser à ces domaines-là. Donc il y a donc beaucoup de choses à faire. Par exemple, je ne vais pas entrer en détail comme le transport vert, comme on a mentionné, mais aussi intelligente. Les villes intelligentes, les voiries intelligentes, beaucoup de nouvelles technologies vont vraiment entrer dans notre vie quotidienne sans qu'on prenne la conscience.
c'est dans ces domaines-là qu'on va découvrir petit à petit l'amélioration de la qualité de vie et de construire une sorte de confiance des consommateurs dans la société, de pouvoir oser dépenser et de s'engager dans les projets à long terme surtout. Okay, d'accord, merci beaucoup. L'une des priorités du travail économique de l'année prochaine est l'intensification de l'application des stratégies régionales qui est nécessaire pour renforcer la vitalité du développement régional. Monsieur Wang Kun, pourriez-vous nous expliquer les nouvelles tâches des stratégies régionales? Oui, effectivement, parce que comme vous savez, comme nous savons tous que l'économie chinoise souffre de ce déséquilibre de développement, malgré les différents projets que nous avons mis en place. En fait, l'économie chinoise sont divisées en plusieurs zones, régions économiques qui sont dotées de caractéristiques très différentes. Par exemple, les villes les plus développées, les mégalopoles, sont donc caractérisées par leur innovation technologique, par exemple, dans différents domaines, dans le domaine de recherche scientifique, dans l'investissement financier, comme à Shanghai, ou à Shenzhen, dans l'innovation et la manufacture de dernière gamme, dernière génération, etc. Mais ce sont les régions qui sont donc dans les technologies de pointe très avancées. Par contre, au centre de la Chine, comme dans les villes de Chengdu, de Wuhan, de Xi'an, ce sont les bases industrielles de dernière génération, donc, mais qui ont une grande capacité de fabrication aujourd'hui pour les donc téléphones portables, pour les voitures électriques, etc. Donc, qui doivent avoir cette nécessité de s'associer avec l'innovation technologique, avec l'investissement d'avenir. Donc la coordination au niveau national est importante pour que ces différentes régions puissent jouer pleinement en valeur, faire valoir leurs caractéristiques, leurs avantages, pour qu'on puisse développer les régions comme l'ouest de la Chine qui sont souvent considérées comme arriérées, mais avec les plans de ceinture et route, avec les plans de reboisement dans le désert, etc. Donc la Chine est en train de faire des révolutions vertes et numériques dans ces régions-là. Donc l'avantage des différentes régions vont nécessairement s'associer avec par exemple les panneaux solaires dans le désert, donc ce sont les énergies renouvelables, etc. Donc il y a beaucoup de projets de ce genre qui sont mis en place, mais il faut coordonner, c'est-à-dire qu'il faut que l'énergie verte soit fournie dans les bases industrielles qui nécessitent cette énergie, et il faut que la nouvelle technologie vienne aussi soutenir la montée en gamme de ces produits, et il faut finalement que ces produits fabriqués en Chine soient achetés, consommés à la fois en Chine mais aussi à l'étranger, c'est-à-dire de renforcer notre exportation, mais également donc les valeurs ajoutées dans nos produits exportés. Donc il y a beaucoup de travail de coordination pour former ce marché uni au sein de la Chine, pour faire jouer pleinement le rôle de différentes régions, pour qu'ils s'interagissent ensemble. Donc de parler de cette coordination, on parle de la télécommunication, de l'interconnectivité par les voiries de transport et de toutes sortes de liens qui devraient être créés d'ici 10 ans, 20 ans entre les différentes régions pour qu'on puisse réaliser ce grand plan, peut-être pour le 15e plan quinquennal et pourquoi pas le 16e plan quinquennal. Merci beaucoup pour toutes ces informations et votre analyse. La Chine devrait étendre son ouverture de haut niveau et maintenir la stabilité du commerce extérieur et des investissements étrangers. Madame Yu Jia, qu'avez-vous remarqué en particulier dans les mesures à adopter en la matière annoncées lors de la réunion? Oui, mon travail à l'université de Beijing consiste principalement à la coopération économique internationale, et je suis donc particulièrement attentive au contenu de cette conférence concernant l'ouverture sur l'extérieur. Et comme on sait, l'ouverture sur l'extérieur est une politique fondamentale de la Chine et qui est indispensable pour la prospérité et le développement du pays. Et maintenant, le gouvernement vise à promouvoir une ouverture d'un haut niveau, et je pense que ça veut dire une ouverture plus large et plus profonde. Et grâce à l'ouverture sur l'extérieur, la Chine s'intègre davantage dans le système de gouvernance économique mondiale,
et contribue à la stabilité et à la prospérité de l'économie mondiale. Et plus particulièrement, le gouvernement est en train de réduire considérablement la liste négative d'accès des investissements étrangers vers la Chine. Et déjà, dans le secteur manufacturier, la Chine a supprimé les mesures restrictives d'accès des investissements étrangers. Et je constate que cette conférence a proposé d'élargir l'ouverture du secteur des services, comme dans les domaines des télécommunications, de la santé, de l'éducation, etc. Et ce qui reflète la détermination de la Chine à élargir davantage l'ouverture sur l'extérieur. Et je suis particulièrement attentive aux discussions de la conférence sur l'initiative La ceinture et la route. Et en fait, après plus de 10 ans de développement, la Chine et les pays partenaires de l'initiative ont formé des relations économiques et commerciales stables et des résultats encourageants. Et maintenant, cette conférence a proposé de promouvoir une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et a décidé de renforcer le système intégré des services pour mieux investir dans les pays étrangers. Et à l'université de Pékin, je ferai ma part de contribution dans ce système de services. Merci beaucoup, Madame Yu Jia. On arrive à la fin de notre table ronde. Quels sont vos messages pour les perspectives de l'économie chinoise en 2025? Monsieur Zhang Wengshen. Ce sera une très bonne année, 2025. Je suis optimistique et avec prudence. L'année 2025 sera une année d'incertitude et de nombre de challenges. Compte tenu des géopolitiques, changements géopolitiques, tout ça là. Alors, j'appellerai un petit mot là que Wang Kun vient de parler, de mentionner. Donc il y aura, donc, ça correspond plutôt à la construction d'une communauté du destin partagé, conjoint. Veut dire, on peut s'enrichir, une partie de la population peut s'enrichir, mais il ne faut jamais oublier, il y a encore une autre couche, une autre classe, je ne sais pas comment on va appeler, mais une autre partie de gens qui sont encore en difficulté. Donc c'est ça, là, il faut établir un système plus justifié, plus juste aussi, concernant la distribution de la fortune, la redistribution de la fortune et la redistribution de la fortune. Donc ça c'est très très important pour une société, pour réaliser une société qu'on appelle harmonieuse. Merci. Et vous, Monsieur Wang Kun? Oui, pour l'année 2025, je pense que les mesures qui vont être concrétisées dans les 2 sessions en mars, donc nous attendons avec beaucoup d'impatience et les politiques concrètes, notamment sur, comme on a mentionné, des mesures pour stimuler l'économie, mais surtout pour améliorer le bien-être social, pour dégager plus de force d'envie, de besoin de consommation, et nous espérons qu'il y aura beaucoup plus de nouveaux résultats qui vont arriver grâce à ces politiques, et nous restons très confiantes en l'avenir, notamment de la croissance de la Chine en 2025, mais également l'amélioration de la vie d'une manière générale de la population chinoise. Merci. On écoute Madame Yu Jia. Oui, en regardant l'année qui vient, il y a beaucoup d'incertitudes et de défis dans l'économie internationale. Et je pense que le développement économique de la Chine apporte la stabilité et la certitude au monde. Et la Chine continue d'être le plus grand moteur de la croissance économique mondiale. À cet égard, le monde est plein de confiance. Et la confiance, comme je dis toujours, la confiance est plus importante que l'or. Merci. Alors, merci pour vos meilleurs vœux pour l'économie chinoise de l'année prochaine. Je vous remercie tous d'avoir participé à notre table ronde. Merci.